ça doit être possible, je vais m'en occuper. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour mes chères consoeurs et mes chers confrères. J'ai l'honneur de présider cette séance en l'absence du président Dominici, qui le regrette et qui vous transmet toutes ses bonnes amitiés et une bonne journée. Et sans tarder, nous nous félicitons bien sûr d'être ici réunis autour du professeur David, dont nous entendrons bientôt la communication sur le thème particulièrement intéressant des États-Unis et l'Afrique dans le système multilatéral, qui est un titre, j'allais dire, un peu mystérieux, mais intéressant en même temps, bien évidemment, et peut-être pour ça intéressant, dont nous l'écouterons avec grand intérêt. Et sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur le secrétaire perpétuel. Monsieur le secrétaire perpétuel, merci. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, avant de vous lire le compte-rendu, vous expliquer pourquoi Louis Dominici est absent aujourd'hui. Il a l'obligation d'une très importante opération. Voilà, il doit être opéré du cœur pour un pacemaker à renouveler, et c'est donc une cause tout à fait légitime d'absence. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui transmettre un message en votre nom de bon rétablissement suite à cette opération. Compte rendu de la séance du 22 novembre 2024, séance 16, présentation du livre « L'art de la paix » par son auteur Bertrand Badi. Séance ouverte sous la présidence de Louis Dominici. Étaient présents en présentiel, je vous rappelle que je ne cite plus les noms, nous avions une très bonne assistance. Déroulé de la séance, introduction de la séance par Louis Dominici, président, lecture du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2024 par Dominique Barjot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, présentation de la séance par Louis Dominici, président de cette même académie, présentation du livre « L'art de la paix » par son auteur Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po de Paris, échange avec la salle. La séance a été levée à 17h et suivie d'une session de dédicace. Je vous dis aussi un mot de Boualem Sansal. Vous savez que nous sommes très préoccupés de son sort. On le sait maintenant, il est incarcéré par les autorités algériennes, avec pour lui le risque de l'être à perpétuité. Et dans cette perspective, pour le soutenir, et comme nous en avions décidé lors de notre dernière séance, l'Académie a rédigé un communiqué qui est celui que je vous avais formulé la fois précédente. L'Académie des sciences d'outre-mer suit avec une vive inquiétude la situation de son éminent membre associé, M. Boualem Sansal, arrêté récemment. Je me suis permis, par rapport à notre séance, et parce que le Monde nous a fourni le soir même la confirmation qu'il était arrêté, j'ai donc indiqué qu'il avait été arrêté récemment. En témoignage de notre solidarité indéfectible et sur décision du bureau réuni vendredi, un communiqué a été adressé à l'AFP réaffirmant notre attachement aux valeurs fondamentales de liberté et d'expression de mouvement que nous lui devons. Alors, un lien existe où vous pouvez avoir communication de notre communiqué. En effet, le communiqué a été repris par France Info et vous pouvez en prendre connaissance en suivant le lien qui vous a été envoyé récemment par mail. Si vous le voulez bien, parce que nous tenons beaucoup à Boualem Sansal, je me permettrai au nom de l'Académie de vous tenir assez régulièrement informé de ce qui peut se faire en sa faveur. Et je l'indique, je compte rencontrer notre autre
académicien associé, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, pour lui exprimer notre inquiétude pour l'un des leurs, l'un des nôtres. Il fait partie lui aussi de cette communauté. Voilà. Bien entendu, j'ajoute aussi que les initiatives que les uns et les autres peuvent prendre pour soutenir Boualem Sansal sont vues avec sympathie par notre académie, c'est évident. Voilà, j'en ai terminé sur ce point. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire perpétuel. Effectivement, on va se tenir très au courant de l'évolution de la situation de notre confrère qui nous préoccupe énormément. Je voudrais donner la parole maintenant au président de section 5, le professeur Marc Cardi de Saint-Paul, qui voudra bien venir délivrer un message en hommage à notre confrère décédé, Titégué Passéré. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Frédéric Titinga Passéré est né en 1943 à Manéga, son village natal, dans la province de l'Oubri-Tenga, au centre de ce qui était alors la Haute-Côte d'Ivoire, avant de redevenir la Haute-Volta en 1947 et maintenant, comme vous le savez, le Burkina Faso. Il descendait du côté paternel de chefs traditionnels Mossé et du côté de sa mère des Gnoun Ossé, habitants qui avaient occupé le territoire auparavant. Après avoir débuté ses études primaires et secondaires à Koudougou, Dabou et Ouagadougou, il poursuivit ses études supérieures au Sénégal et en Côte d'Ivoire, puis à la faculté de droit de Rennes. Alors que la pluridisciplinarité n'était pas encore en vogue à l'université, le jeune voltaïque collectionna les diplômes dans plusieurs disciplines, droit, économie, sociologie et littérature. De retour dans son pays, armé d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, il prêta serment le 9 novembre 1973 à l'âge de 30 ans. Il deviendra ainsi le premier avocat africain de son pays, puis le premier bâtonnier de l'ordre en Haute-Volta. C'est d'ailleurs au siège du barreau que je l'avais rencontré pour la première fois, il y a près de 30 ans. Juriste dans l'âme, il fut le président fondateur d'Avocats sans frontières, avec le soutien du bâtonnier Mario Stasi en 1992. Cette foi en la justice, qu'il habita toute sa vie durant, le conduisit à occuper de hautes fonctions, dont celle d'avocat au tribunal pénal international sur le Rwanda, basé à Arusha, en Tanzanie. En plus d'être un juriste reconnu, il fut un auteur prolixe. Son œuvre, qui comporte une quarantaine d'ouvrages, balaie un large spectre, tout à la fois historien, romancier, sociologue, poète. Il avait le don de rendre ses écrits accessibles à tous les publics, tant africains qu'européens. Il collectionna les distinctions, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1982, la médaille d'honneur de l'Association des écrivains de langue française, que lui décerna son président, notre confrère Edmond Jouve, et il la lui décerna, et il se rendit d'ailleurs à plusieurs reprises avec l'ADELF au fameux colloque annuel que Jouve organisait. J'oublie toujours, voilà. Enfin, en 2013, il reçut le Grand Prix de la poésie Léopold Sédar Senghor, et en 2016, l'ambassadeur de France le fit chevalier de la Légion d'honneur à Ouagadougou. Son pays, le Burkina Faso, ne fut pas en reste. En 2019, Naba Panantougri fut intronisé chef coutumier de Zitenga et régna sur 28 villages. En 2022, il devint grand croix de l'étalon et cette année, il reçoit le Baobab d'or. Notre regretté confrère, qui avait été élu membre associé de notre compagnie en 2009, était un fervent défenseur de la culture africaine. Il réalisa un de ses rêves,
avec la construction du musée de dendrologie de Manéga, qui est le plus important du pays. Cet humaniste, juriste et homme de lettres, qui restera une référence pour le Burkina Faso et l'Afrique tout entière, nous a quittés le 8 novembre dernier. Merci. Merci beaucoup pour cet hommage, monsieur le professeur. Effectivement, vous avez parlé de Manéga, qui était un lieu tout à fait exceptionnel. Je pense que nombreux sont ceux d'entre vous qui avaient eu la chance d'aller jusqu'à Manéga, qui était un exemple tout à fait remarquable en Afrique, bien avant l'heure de valorisation du patrimoine culturel, et surtout avec, comme tu l'as dit, Marc, beaucoup de cordes à son arc, aussi bien philosophe que poète, et en tous les cas de grande amitié et de grande solidarité. Donc véritablement, il va nous manquer, et je pense aussi que son grand ami Jouve aussi le pleure avec nous. Monsieur le secrétaire perpétuel, je me permets de vous redonner la parole pour peut-être présenter notre éminent orateur. Merci. Merci Madame la Présidente. Avant de présenter notre orateur, je vous informe de la publication le 28 novembre dernier, donc tout récemment, de l'ouvrage Madagascar, la France et l'océan Indien, troisième entretien de l'outre-mer, un ouvrage publié chez Hémisphère, anciennement Maisonneuve et la Rose, ouvrage de 650 pages et que l'on peut acquérir pour le prix de 38 €, qui reste raisonnable compte tenu de l'importante contribution que beaucoup d'entre vous ont menée avec Jeanne-Marie Amatrose, avec Jean-François Klein et moi-même. Merci à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de prendre leur part à la publication de cet ouvrage et antérieurement à la réussite des 3 colloques dont il fait la synthèse. Merci à vous, monsieur le secrétaire perpétuel, aussi, pour le travail qui a été fait. Il me revient maintenant de présenter François David, que je connais depuis longtemps, un peu moins que le professeur Lejeune présent dans la salle. François David est professeur des universités, il est agrégé d'histoire, ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm. Il enseigne les relations internationales et dirige le département d'histoire de l'université du littoral Côte d'Opale. Entre 2014 et 2020, il a dirigé le laboratoire Francophonie, mondialisation et relations internationales à Jean Moulin Lyon 3. Il a donc une histoire commune avec notre académie. Il étudie les interdépendances politico-culturelles. Il a dirigé par exemple Pouvoir et puissance en francophonie, Université Savoie-Mont-Blanc 2020. Outre les questions diplomatiques qu'il a abordées dans sa thèse, sa très belle thèse consacrée à John Foster Dulles, secrétaire d'État, paru aux presses de l'Université Paris-Sorbonne en 2012. Il s'est aussi penché sur la question du renseignement avec son ouvrage « La naissance de la CIA », Nouveau Monde, édition 2016. Il a récemment publié « Le Vietnam de la protection de la France à l'influence américaine, 1953-1956 », Inde savante 2023, et « L'ordre wilsonien, essai sur l'américanisation des relations internationales,
Des Lumières à Joe Biden, Sorbonne Université Presse 2024. Il est donc tout à fait qualifié pour nous parler des États-Unis et de l'Afrique dans le système multilatéral. Merci de notre part à cet intervenant. Madame la Présidente, donc j'ai le plaisir d'introduire cette problématique, semble-t-il mystérieuse. Afrique, États-Unis, multilatéralisme, en partant donc des États-Unis, de leurs grands projets. Je ne suis pas ici pour résumer mon livre, mais tout de même il y a un substrat à toutes les réflexions qu'on peut entretenir à propos des États-Unis au XXe, XXIe siècle. C'est que le grand projet américain, c'est tout de même celui de Wilson, et des 14 points, le plus essentiel, c'est le 14e, c'est-à-dire la Société des Nations, dont l'ONU et le système onusien et d'autres organisations qui n'en font pas partie, comme l'OMC. Eh bien, toutes ces organisations sont quand même les descendants de la réflexion de Wilson, en n'oubliant pas non plus d'autres contributeurs, évidemment, en tête Léon Bourgeois, du côté français. Et dans les 14 points, il y a aussi un point essentiel qui est celui de l'autodétermination des peuples, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en ligne de mire, la décolonisation des grands empires français et britanniques, qui est en filigrane, parce qu'on reste encore en 1918 poli et très diplomate envers les associés français et britanniques, mais tout de même, il y a déjà cette idée présente qu'un jour, l'Empire britannique puis l'Empire français devront donner leur liberté, leurs indépendances à leur population colonisée en Asie et bien entendu également en Afrique. Et la réflexion, la lecture rétrospective que je vous propose aujourd'hui, j'ai l'ambition de ne rien vous apprendre, mais j'aimerais qu'ensemble on réfléchisse un petit peu à ce qui s'est produit depuis principalement les décolonisations africaines jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où ces décolonisations africaines ont singulièrement perturbé le projet des États-Unis, le grand projet multilatéral, la grande ambition qui était de faire vivre l'ONU, car les États-Unis, encore plus que la SDN, où il y avait d'autres pères fondateurs, les Nations Unies, c'est quand même l'œuvre de Roosevelt et de Cordell Hull, et les gouvernements américains y ont cru au moins, et ce sera le tournant de mon intervention, ils y ont cru au moins jusqu'aux années 1967-68. Ça commence à se dérégler, nous verrons. On entre dans de fortes turbulences à partir des années fin 60, et les États africains ont un rôle en association étroite avec d'autres États non alignés. Donc c'est le groupe des Afro-Asiatiques, on ferait mieux d'ailleurs d'appeler Afro-Arabo-Asiatiques, qui dans les instances internationales vont singulièrement mettre en cause, mettre en doute la politique des États-Unis, la politique des États occidentaux, mais en tête la politique des États-Unis. Donc États-Unis, Afrique, système multilatéral. Là-dessus, juste un bref rappel, la politique américaine envers l'Afrique n'existe pas. Il n'y a pas de politique africaine des États-Unis avant les années 50, donc les années des indépendances ou de la montée en puissance des mouvements indépendantistes, en particulier sur le continent africain. Il n'y a pas l'Afrique n'intéresse pas les États-Unis. Ça, c'est très clair. Jusqu'en 1945, il n'y a aucune relation politique, par définition, puisqu'on a affaire à des colonies. On pourrait envisager qu'il existe un réseau consulaire. On peut avoir des consulats dans des pays qui ne sont pas souverains. Il y avait un consulat américain après 1945 à Saigon,
Ça, c'est tout à fait permis par le droit de la diplomatie et le droit consulaire. Non, pas de réseau consulaire, pas de relations politiques à proprement parler jusqu'en 1945. Il y a le cas du Libéria, devenu indépendant en 1847, très particulier, indépendance du Libéria au XIXe siècle, à partir d'anciens esclaves ou descendants d'esclaves qui traversent l'Atlantique dans l'autre sens. Bon. Bien entendu, la société Firestone qui s'installe en 1924 pour exploiter le caoutchouc, cette société est très puissante, d'ailleurs avec quelques soucis en matière de droits de l'homme et de respect des travailleurs, puisqu'elle a été condamnée par l'Organisation internationale du travail pour travail forcé, quasiment de l'esclavage. Ce ne sont pas proprement parlé des relations politiques. Et de même, on a l'affaire de la guerre italo-éthiopienne de 1935-1936, où isolationnisme, néo-isolationnisme oblige. Les États-Unis se gardent bien de condamner l'entreprise de Mussolini. C'est une parenthèse tout de même, parce que c'est la première fois, quand même, dans l'opinion américaine, c'est la première fois qu'on voit, autant qu'on puisse le déterminer, une partie de l'opinion américaine se rapprocher des Noirs américains, qu'on va appeler à partir des années 60, qui vont s'appeler à partir des années 60 les Afro-Américains, mais pour l'instant on parle de Noirs, et les Noirs de Harlem en particulier, en 1935-1936, sont tout à fait à la pointe du combat médiatique, comme on dirait aujourd'hui, et ils mettent en place un réseau d'entraide pour leurs frères éthiopiens, notamment un réseau d'acheminement de médicaments, dont une campagne qui dépasse largement la sphère des Noirs de la côte Est. L'opinion prend plutôt parti pour l'Éthiopie contre l'Italie mussolinienne. Bon, Seconde Guerre mondiale, pour ce qui est de l'Afrique noire proprement dite, elle se caractérise par 2 bases militaires américaines qui vont s'installer, mais ce n'est pas non plus 2 pièces maîtresses dans le dispositif. 2 bases, l'une au Libéria, une autre en Éthiopie à Gagnou, surtout, certes. On peut rappeler que c'est quand même l'uranium du Congo belge qui a alimenté les 2 bombes et leurs suivantes, les 2 bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Bon, donc on a très très peu de relations politiques, et après 1945, gardons évidemment cela à l'esprit pour la suite, la date de rupture dans les relations entre les États-Unis, les puissances coloniales et France et Grande-Bretagne, avec des conséquences sur l'Afrique, c'est la crise de Suez. Alors, la crise de Suez, c'est la mère de toutes les crises. Il y a des crises dans les crises dans les crises. Je rappelle que le point de départ de la crise de Suez, c'est la question d'un prêt monumental, pharaonique, sollicité par Nasser auprès des États-Unis pour construire le fameux barrage d'Assouan. Et puis, maladresse de l'ambassadeur égyptien, il explique au secrétaire d'État Foster Dulles, bon, vous savez, monsieur le secrétaire d'État, nous avons aussi une proposition aux soviétiques. Ah, ben répond Foster Dulles, si les soviétiques vous font une offre, nous retirons la nôtre. Et la conséquence, 3 jours plus tard, c'est la nationalisation du canal de Suez à capitale franco-britannique. Ça, c'est le point de départ. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que si les États-Unis sont au départ de cette crise, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison d'ailleurs, s'ils sont au point de départ de cette crise, le plus important, c'est qu'ensuite, ils vont se garder, nous le savons, de soutenir la politique, la diplomatie franco-britannique, et ils opposeront même un veto pour la première fois, plusieurs vétos, à des projets de résolution d'origine franco-britannique lorsque Londres et Paris enverront leurs parachutistes sur le canal, et inversement, Londres et Paris seront obligés d'opposer leur propre veto au Conseil de sécurité à des projets de résolution d'origine américaine fin octobre-novembre 1956. Et cette politique américaine qui va contrer ce que tentaient de faire les Français et les Britanniques, à tort ou à raison, à tort et à raison, elle s'explique parce que les États-Unis décident, franchement, c'est dans leur stratégie explicite à ce moment-là, de ne pas passer comme les affidés des Français et des Britanniques, les associés des puissances coloniales auprès des États africains,
en particulier, de façon à ne pas précipiter ceci vers le communisme, et de façon à ne pas insulter l'avenir, et le jour où l'ensemble de l'Afrique sera indépendante, eh bien, ma foi, que les États-Unis n'apparaissent pas comme trop imbriqués dans les ambitions des vieilles puissances impériales. Et dès 1957, vous avez la visite du vice-président Nixon au Ghana. Le Ghana, c'est le chouchou des États-Unis, à la limite même jusqu'à aujourd'hui. C'est un pays qu'on retrouve périodiquement, qui a droit à quelques faveurs. Ce serait plutôt le Ghana, la Gold Coast à l'époque, de Nkrumah, 57, qui est juste indépendante. C'est la première visite d'un très haut responsable américain, enfin, au sommet de l'appareil d'État en tout cas, en Afrique. Je finis le tour d'horizon. Les années 60, on passe à très concrètement une autre tonalité. C'est l'association de la politique intérieure américaine avec la politique étrangère, dans la mesure où les années 60, ce sont les mouvements des droits civiques américains, en faveur des droits civiques américains, avec donc l'apparition du vocable afro-américain, et il y a toute une histoire, un narratif qui se construit jusqu'à aujourd'hui, à partir des années 60, avec, entre autres, sur le plan intérieur, l'exigence qui tient toujours de certains mouvements civiques d'obtenir une réparation pour l'esclavage subi par leurs ancêtres. Alors, au milieu de cette rétrospective qui nous amène aux années 60-70, je ne vais pas plus loin, bon, on a une histoire en pointillé entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a 3 points de fixation. Rappelons qu'on est tout de même en guerre froide. Nous sommes en guerre froide. Donc il y a l'Union soviétique, il y a aussi la Chine qui a une petite politique, enfin tout est relatif, qui est une première tentative de politique en Afrique. 3 points de fixation, 2 guerres civiles et une par procuration. C'est l'affaire zaïroise, 1960-64, c'est-à-dire la grande opération de paix, la plus grosse qu'on n'avait jamais envisagée 15 ans après la fondation de l'ONU, c'est l'ONUC. Impossible de résumer la crise zaïroise en tant que telle. On en a gardé l'idée que l'Union soviétique se serait entendue plus ou moins pour une fois avec les États-Unis. En fait, oui, le mandat de l'ONUC a été voté par les deux au Conseil de sécurité avec des arrière-pensées complètement différentes. Moscou espérait retirer beaucoup de gains politiques en soutenant initialement Patrice Lumumba qui sera assassiné, point de suspension peut-être, sans doute, éventuellement par la CIA. Et puis en face, on a les États-Unis qui poussent leur propre pion, avec un secrétaire général qui y perdra la vie, mais qui en attendant travaille uniquement, Dag Hammarskjöld, le secrétaire général Hammarskjöld, qui travaille uniquement en fait avec les diplomates américains jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que son avion s'écrase, et écarte ostensiblement tout diplomate communiste, pas seulement soviétique, de ses délibérations. Alors il en est resté tout de même que Moscou et les États-Unis se sont par défaut entendus pour contrer la sécession du Katanga face à toute une histoire qui reste encore assez quand même approximativement écrite, un De Gaulle, une France gaulienne qui soutiendrait plutôt la sécession du Katanga et de son chef Moïse Tshombe. Deuxième point de fixation, c'est les années 70. Donc on va voir que c'est les années tournantes, c'est l'Angola, c'est la guerre civile en Angola, une guerre extrêmement compliquée. Songeons que l'UNITA de Jonas Savimbi, qui sera principalement soutenu par la suite par les États-Unis, jusqu'à ce que les États-Unis le lâchent et il perdra la vie à la fin des années 90, l'UNITA a été d'abord soutenu par la Chine maoïste. Et c'est un mouvement qui va être repris ensuite par les États-Unis. Je souligne ceci pour dire qu'il n'y a rien à comprendre. On est dans un monde très volatile, très flou, avec des politiques qui ont du mal à se fixer, en tout cas du côté des Occidentaux et des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir c'est que l'Afrique devient un terrain de guerre, la continuation d'autres conflits, puisqu'on a les Cubains de Castro, Fidel Castro, qui poursuit sa politique contre les États-Unis en la transférant en Afrique, et spécialement en Afrique, en Angola, voire au Mozambique, et on va le retrouver en Éthiopie. On a même le cas d'une bataille rangée
au bord d'un lac, entre les Cubains de la CIA et les Cubains de Fidel Castro, une guerre par procuration. Et enfin, un conflit oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque laissait quand même des traces, c'est l'Éthiopie, c'est la guerre de l'Ogaden, 1977-1978, qui va... au départ, c'était la Somalie soutenue par les États-Unis, pardon, c'était la Somalie soutenue par les Soviétiques contre l'Éthiopie soutenue par les États-Unis, et puis il y a une inversion de polarité. À un moment donné, je vous épargne les détails, l'Éthiopie va être soutenue par les États-Unis contre la Somalie, pardon, l'Éthiopie est ralliée aux Soviétiques contre la Somalie qui devient pro-américaine. Et donc on a les Somaliens qui vont se battre avec du matériel soviétique mais du côté américain, et les Éthiopiens qui vont se battre avec du matériel américain livré antérieurement mais du côté de l'Union soviétique. Bon. Voilà. Alors la conséquence quand même de la guerre de l'Ogaden, c'est que c'est la fin de la détente. On cite toujours l'Afghanistan comme la cause expliquant le refus du Congrès américain de ratifier les accords SALT II. Mais en fait, la crise de l'Ogaden, la guerre de l'Ogaden a été le premier déclic à partir duquel les congressmen et les sénateurs en particulier américains ont considéré que Moscou ne jouait pas le jeu de la détente, de la coexistence pacifique, et donc après, de surcroît, il y a eu l'affaire afghane, et dans ces conditions-là, les accords SALT II n'ont pas été... Bon. Je termine, j'achève ce tour d'horizon, ce résumé tracé à cercle, pour maintenant entrer dans le vif du sujet, donc l'Afrique, les États-Unis, maintenant au niveau multilatéral, c'est-à-dire pas à proprement parler sur le continent, mais dans les instances internationales, avec une première partie donc je consacre à la période de la guerre froide. Qu'est-ce qui se passe entre les États-Unis et l'ONU durant la guerre froide, et spécialement à partir du moment où les États, en particulier africains, deviennent indépendants, c'est-à-dire donc 1960-1962, le processus est achevé. Alors, première remarque, il faut se souvenir, c'est difficile à comprendre aujourd'hui avec l'illusion rétrospective, mais qui menace, se souvenir qu'au départ, on n'envisageait pas en 1945 une indépendance de l'Afrique avant au moins 1970, ou alors au terme d'une transition passant par une autonomie approfondie, self-government, et puis, oui, peut-être à un moment donné, une vraie indépendance. 1970, en Grande-Bretagne, certains ont avancé la date de l'an 2000. Bon. Donc il s'est passé quelque part entre 55 et 60 une accélération de l'histoire. Est-ce que la crise de Suez a eu son rôle? Oui, en partie, mais ne lui attribuons pas tout non plus. Une accélération de l'histoire qui fait qu'à partir des années 60, eh bien, l'ONU va passer à 100, 120 États membres, et dont une quarantaine puis une cinquantaine d'États africains. C'est quoi quel est le problème? Le problème, il se situe principalement à l'Assemblée générale de l'ONU, et puis dans toutes les assemblées générales ou conférences des agences subsidiaires de l'ONU, ce qu'on appelle le système onusien, songeant en particulier l'UNESCO qui va être le théâtre d'affrontements diplomatiques très net entre les États-Unis, les Occidentaux, et les États africains et les États asiatiques. Jusqu'alors, c'était le principe du... C'est quoi le multilatéralisme? La SDN ou l'ONU, c'est la perpétuation du parlementarisme, le transfert du principe de parlementarisme au niveau mondial. La SDN est un super parlement. L'Assemblée générale de l'ONU est un super parlement. C'est comme ça que ça a été conçu. C'est ce qu'explique d'ailleurs Clemenceau, qui a très bien compris à Wilson. Il dit, bon, au fond, votre SDN, votre League of Nations, c'est un super parlement mondial, problème, et c'est Clemenceau qui parle, c'est pas exactement un anti-parlementariste. Le problème, dit Clemenceau, c'est qu'on va beaucoup parler, et on va peu décider. Bon. Mais en attendant, effectivement, c'est un parlement au sens, l'Assemblée générale de l'ONU est un parlement au sens où il y a des votes, il faut une majorité. Jusqu'alors, l'Europe, les puissances coloniales, les États-Unis,
si elles s'entendaient, si ces trois s'entendaient avec leur clientèle, comme on disait à l'époque, l'Amérique latine pour les États-Unis, certains pays latins pour la France, la Grande-Bretagne, pouvaient espérer, et les Dominions, avoir une majorité, ou en tout cas déjà pouvaient espérer ne pas avoir de majorité contre lors des votes des résolutions. À partir des années 60, première conséquence des indépendances, on a trois groupes parlementaires, si on veut, trois blocs, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, un tiers d'États susceptibles de lier les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, s'ils veulent bien s'entendre, un tiers d'États communistes d'obédience soviétique, un tiers de nouveaux États africains et asiatiques qui désormais de surcroît, depuis 1955, se réclament du mouvement des non-alignés, conférence de Bandung 1955, conférence de Brioni 1956, Belgrade en 1961. Et ces non-alignés, dont les Africains devenus indépendants vont constituer le gros des bataillons, numériquement parlant, chaque voix comptant, va se constituer notamment un groupe de 77 bien connu qui aujourd'hui existe encore, mais groupe de 77 qui aujourd'hui regroupe 140 États. Bon. Et là, au début du fin 50, début 60, pour les États-Unis, c'est un choc. Ce n'était pas prévu au programme de perdre ainsi cette majorité, ou au moins cette minorité de blocage dont ils disposaient, parce que il va falloir manœuvrer, exactement comme on manœuvre dans les enceintes du Sénat au Capitole ou dans toute assemblée parlementaire. Une incompatibilité apparaît entre le point 5 de Wilson sur les décolonisations et le point 14 sur la Société des Nations, future Nations Unies. D'où finalement cette accélération à partir de la crise de Suez, où des doutes commencent à naître dans l'esprit des dirigeants américains, et pas seulement les républicains au pouvoir alors, sur est-ce que c'est une bonne idée de faire entrer tout le monde à l'ONU. Je vous cite Foster Dulles, quand il déclare à l'ambassadeur de France à Washington, Maurice Couve de Murville, c'est quelque chose qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, enfin en tout cas qui ne peut pas se retrouver sur Twitter aujourd'hui, c'est certain. Dulles explique, on a mis à l'ONU des pays, on est en 57 encore, qui ne possèdent pas les qualifications requises pour être considérés comme de vraies nations. Beaucoup de ces pays, continue Dulles, ne possèdent ni les cadres, ni les traditions, ni les moyens financiers de prétendre à la qualité d'État souverain. En ouvrant grand les portes de l'ONU à tous les candidats qui se présentent, n'avons-nous pas porté atteinte au caractère et à l'utilité de cette institution? On va retrouver ce discours-là, in petto, puisque là ce que je cite, c'est bien sûr un document d'archives déclassifié 30-40 ans plus tard. Donc, on va retrouver ce raisonnement chez les dirigeants américains désormais, jusqu'à la fin de la guerre froide. Alors la grande cassure, c'est donc les années 70. Observation de départ, les États-Unis, dans leur raisonnement, n'imputent pas à l'Union soviétique la responsabilité première des mouvements de libération en Afrique ou dans le reste du monde. Les États-Unis savent faire la part des choses. Et Moscou exploite les indépendances, exploite le mouvement des non-alignés, exploite l'idéologie tiers-mondiste, puisque le terme apparaît avec Alfred Sauvy à ce moment-là, mais ce n'est pas l'Union soviétique qui est le chef d'orchestre de ce tiers-monde émergent. Les États-Unis le comprennent ça tout à fait. Et d'ailleurs, dans le prolongement de la réflexion de Foster Dulles à l'instant, les Soviétiques ne sont pas loin de penser non plus comme leurs collègues américains. Grande méfiance sur le personnel qui arrive à New York, à Genève, d'États réputés indépendants, et ça va déboucher sur la Convention de 1961 sur le droit de la diplomatie, qui va positiver le droit, la coutume diplomatique jusqu'alors, née quelque part du côté de Grotius, dans le droit de la paix et de la guerre, mais jusqu'à présent, on n'a pas besoin d'un grand traité international.
ou alors si on avait besoin d'un grand traité international sur les pratiques diplomatiques, pour résumer essentiellement l'inviolabilité des bâtiments d'ambassade et l'immunité des agents diplomatiques, si on n'en avait pas besoin, il y avait quand même un début de réflexion juridique depuis les années 30, du côté d'Harvard, de l'école de droit de Harvard, et puis à partir de 1946, avec la commission du droit international à Genève, et puis il ne se passait pas grand-chose. Et ça s'accélère très très nettement, la réflexion des juristes, notamment à Genève, à la commission du droit international à Genève, s'accélère très nettement à partir de 57-58, et là les soviétiques, en tête, et les Américains, pour ne parler que d'eux, mais sont tout à fait d'accord pour fixer les règles du jeu à de nouveaux États qui n'ont jamais, à leurs yeux, pratiqué la vraie politique internationale. Puis on peut citer plein d'autres exemples où l'Union soviétique et les États-Unis s'entendent fort bien, à commencer par le budget, la contribution budgétaire des États-Unis, de tous, dont les États-Unis, qui quand même est de 32% à l'époque. Les soviétiques ne cherchent aucune difficulté, ne créent aucune difficulté aux Américains, du style « vous ne payez pas assez ». Il y a un consensus entre Washington et Moscou sur le financement de l'ONU. Ce sera du côté des pays émergents, des pays en développement, qu'on trouvera comme principale revendication. Les États-Unis ne payent pas assez. Alors, l'heure de gloire de l'Assemblée générale de l'ONU, mais pas au sens où l'espéraient les États-Unis, c'est incontestablement quelque part entre 1967 et 1980, 67, avec la guerre des 6 jours. Israël est un élément important de l'équation des relations entre les États-Unis et les États africains. Nous allons en reparler. Et puis donc la décennie 70. Alors, très clairement, l'Amérique paye cher son péché originel, ce que j'appellerais le péché originel de 56. Elle découvre maintenant, clairement, que la majorité, entre guillemets, parlementaire, afro-arabo-asiatique à l'ONU, la déteste. C'est viscéral. C'est viscéral. Peut-être que c'est la période d'aujourd'hui qui permet de comprendre d'avoir une idée de ce qui se passait à l'ONU dans les années fin 60, années 70. Le narratif des pays émergents, non alignés, africains en tête, c'est l'anticolonialisme, ou l'anti-néocolonialisme, l'anticapitalisme, sur fond de socialisme, ou de sentiments socialisants, et d'antisionisme. C'est ça. Et ce n'est pas diplomate du tout. La manière dont les choses sont dites et se font, nous allons le constater, ne sont absolument pas courtoises, ou en tout cas ce qu'on attend de comportement entre ambassadeurs. Et les pays émergents, comme on dit aujourd'hui, les pays en développement, en sous-développement, comme on disait surtout à l'époque, contestent en particulier ce qui est cher aux États-Unis, c'est le dogme de la propriété privée, le respect des traités internationaux, et contestent même le rule of law, que nous traduisons par état de droit. Alors, à partir des années 70, de nombreux chefs d'accusation assaillent les États-Unis à propos d'Israël, du soutien des États-Unis à Israël, en particulier 73, le pont aérien pour renverser la situation sur la ligne de front au moment de la guerre du Kippour. On peut citer des revendications autour de l'indépendance de Porto Rico. Il y a tout un mouvement au sein des pays non alignés, et en particulier africains, en faveur de l'indépendance de Porto Rico. La question du soutien américain à l'apartheid, en tout cas, soutien tacite de Washington au gouvernement de Pretoria, surtout quand, comme dans le cas de la guerre d'Angola, les Américains emploient aussi l'Afrique du Sud, les forces armées sud-africaines ou les commandos sud-africains contre la guérilla marxiste. Les non-alignés, en particulier les Africains, eux, ont comme thème de combat la légitimation des guerres de libération, notamment donc à l'époque en Afrique lusophone, essentiellement Angola, Mozambique, combattent toutes les tentatives de conventions internationales réprimant le terrorisme. Il n'y a toujours pas de définition internationale du terrorisme aujourd'hui. On avait essayé
dans les années 70, d'avoir une convention de l'ONU définissant ce qu'est et ce n'est pas le terrorisme. Ça, les pays africains en tête et en association avec leurs associés arabes vont combattre l'idée qu'on puisse légiférer sur le plan du droit international le terrorisme, parce que, comme ils l'expliqueront dans un amendement à cette convention qui ne sera jamais votée, il ne faut pas, il réaffirme, je cite, le droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance de tous les peuples soumis à des régimes coloniaux et racistes, puis il condamne dans le même amendement la poursuite de la répression des actes terroristes par les régimes coloniaux, racistes et étrangers. Or, rappelons que en 1973, l'ambassade saoudienne de Khartoum avait été prise en otage par Septembre Noir. D'ailleurs, ça suivait une autre prise d'otage, c'était celle de l'ambassade américaine à Bangkok. Bon, voilà des problématiques qui nous sont assez familières. Et puis dans les revendications, également, amender la charte de San Francisco, que la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU ait la même valeur qu'une résolution du Conseil de sécurité. Alors là, les soviétiques sont immédiatement d'accord avec les États-Unis, on ne va pas laisser passer ça. Et tout ceci prend la forme d'une tactique inattendue, qui est la tactique du rouleau compresseur, comme on l'appelle, c'est-à-dire du steamroller, un rouleau compresseur. Normalement, jusqu'alors, au début des années 60 au moins, les résolutions faisaient l'objet d'un consensus, d'un débat en commission, presque parlementaire, des commissions sous-commissions thématiques de l'ONU, de l'Assemblée générale, et puis on les faisait passer par consensus, même parfois sans procéder à un vote. Là, c'est l'inverse qui se produit. Le groupe des 77, le groupe afro-asiatique, va refuser toute discussion en commission des résolutions qu'il propose. Les résolutions passent à des majorités écrasantes, même les États occidentaux n'osant pas s'opposer à des résolutions pleines de bon sens, en tout cas de bonnes intentions. Et les États-Unis se retrouvent à l'occasion tout seuls à voter non au projet des États afro-asiatiques. Alors le pic, c'est 73, conférence d'Alger des pays non alignés, présidée par Ouari Boumedienne et Abdelaziz Bouteflika. Ça, c'est le pic. C'est parce qu'il va en être ce que les non-alignés vont appeler le nouvel ordre économique international, programme transfert gratuit de technologies du nord vers le sud, protectionnisme, droit au protectionnisme, tout en exportant sans droit de douane vers les États développés. Il réclame des prêts bonifiés du FMI et une stabilisation du prix des matières premières, surtout et principalement. Ils exigent des indemnisations, des indemnités financières pour le colonialisme, la colonisation passée. Et ça se concrétise, 1974, par une résolution en ce sens, votée en 1974 donc à l'ONU, steamroller, rouleau compresseur. Personne ne s'y oppose, même les États-Unis, ils n'osent même pas en 1974 voter contre le nouvel ordre économique international. Résolution qui est passée aussi grâce à l'initiative de Abdelaziz Bouteflika, l'un des meilleurs diplomates de cette période, en tout cas Dixit Henry Kissinger, dont la modestie n'est pas le fort, puisque Kissinger a affirmé que Bouteflika était à sa hauteur. Donc c'est dire. Mais en attendant, les Algériens sont très directifs au sein du groupe des non-alignés, ce sont des chief whips de première catégorie, trop autoritaires d'ailleurs, et ils font passer toute une série de résolutions, dont la dernière, et non la moins pire, 75, sionisme égale racisme. Et là c'est la coupure ultime et définitive pour les États-Unis, bien entendu, pour la majorité des États occidentaux et européens, c'est la cassure, sionisme égale racisme. Je rappelle que cette résolution a été abrogée en 91 à la veille des conférences de Madrid, puis d'Oslo, sur la question palestinienne. C'était la condition posée par Israël pour aller à la table des négociations. Et à partir de 1975, on a deux écoles au département d'État
jusqu'à aujourd'hui, en fin de compte. On va retrouver l'école intransigeante contre l'ONU. Il faut quitter les instances de l'ONU, alors peut-être pas l'ONU centrale, mais l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail, dès lors qu'on y fait plus d'idéologie que de politique utile et pragmatique. Ça, c'est l'école intransigeante qui reste. Trump n'a rien inventé quand il quitte l'UNESCO. Déjà, Reagan l'avait fait aussi. Puis il y a l'école conciliante, qui est évidemment plus subtile, qui est celle de Kissinger, en fait. Et important pour la suite, celle de George Bush père, qui a été ambassadeur 72 à 74 à l'ONU. Et Bush père, on va le retrouver très vite, 20 ans plus tard, en 92. L'homme a pu changer, mais il y a cette idée, on va donner sa chance à l'ONU. Il faut donner sa chance à l'ONU, on est dans une période d'adolescence transitoire, et bon, on a des nouveaux États, en particulier les États africains, qui votent en bloc avec les États arabes. Le marché étant, nous soutenons la cause palestinienne et vous, de votre côté, vous soutenez les guerres de libération et les transferts de capitaux, oubliant au passage que les deux chocs pétroliers vont quand même frapper de plein fouet les économies africaines dénuées de pétrole, à quelques exceptions comme le Nigeria ou le Gabon. Mais l'idée de Bush père avec Kissinger autour de 74-76, c'est donnons sa chance à l'ONU, ça prendra du temps, c'est désagréable, mais il en sortira quelque chose. Alors, deuxième temps, c'est justement la nouvelle chance donnée au système multilatéral, aux relations américano-africaines après la guerre froide. Première étape, donc, discours du 11 septembre 1990, devant le Congrès, c'est le nouvel ordre mondial de George Bush père. L'Irak est envahi, le Koweït est envahi, Bush père est en train de monter une coalition militaire, c'est la première raison de ce discours. Le lendemain, 12 septembre, c'est le traité de Moscou de réunification qui va mettre fin à la fois à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre froide qui va être signée. Donc l'idée de Bush père, c'est on va renouer la chaîne du temps, la grande parenthèse, comme l'explique Jean Béchler. La grande parenthèse, c'est le fait que le projet wilsonien n'ait pas pu être appliqué ou mal entre 17 et la fin de la guerre froide, pour cause justement de guerre mondiale et de guerre froide. On va enfin pouvoir l'appliquer, et effectivement, la reconquête du Koweït, c'est le cas chimiquement le plus pur de la sécurité collective. Problème, puisque ça marchait une fois, ça peut bien marcher ensuite. Problème, ça va être la Somalie. Donc le nouvel ordre mondial vis-à-vis de l'Afrique, vu par les Américains, ça va vite s'arrêter. Parce que, bon, Somalie, je rappelle, c'est un cadeau empoisonné tout de même, c'était sans doute pas l'intention, mais tout de même, de Bush père dans l'interrègne où il était battu et avant l'investiture de Bill Clinton. On va réparer un État failli, c'est à ce moment, ou fragile, c'est à ce moment où l'expression apparaît. La Somalie n'a plus rien, n'a plus de colonne vertébrale, n'a plus d'État, et les États-Unis vont surtout participer à une grande coalition de l'ONU. Ils ne sont pas casques bleus, mais c'est 30 000 Américains, 10 000 casques bleus par ailleurs, et puis ça échoue, on le sait, la chute du Faucon Noir, la bataille de Mogadiscio, septembre 1993, sous Bill Clinton, un Américain tué traîné devant les caméras par les Shebabs, et ça va avoir des conséquences considérables sur la politique des États-Unis. Première conséquence, tout de suite, le Rwanda. Les États-Unis ne bougeront pas le petit doigt en 1994. C'était déjà assez pénible en Somalie, pas question, le traumatisme est là. Il y a le souvenir évidemment du Vietnam qui n'est pas si loin. Ça a bien marché au Koweït, mais ils découvrent que ce n'était pas exactement la même situation. Deuxième conséquence, désengagement de l'ONU. On a donné sa chance à l'ONU, non. Les États-Unis vont avoir un regard de plus en plus sceptique, ou reprendre leur scepticisme, celui que j'ai expliqué à propos des années 70 assez vite. Ça se traduit aussi par une opposition avec le secrétaire général Boutros-Ghali, qui a sa propre vision, qu'il appelle l'agenda pour la paix, et qu'on peut résumer à 2 points. La diplomatie préventive, éteindre une crise avant qu'elle ne dégénère, et 2, en envoyant les casques bleus, et 2, l'idée de Boutros-Ghali, c'est aussi la subsidiarité, faire appel aux organisations régionales, et pas seulement à l'ONU vue depuis New York.
Les États-Unis ne suivent pas. D'ailleurs, Madeleine Albright ne renouvellera pas l'Égyptien Boutros-Ghali au poste de secrétaire général. Ce sera le seul secrétaire général non renouvelé, en lui reprochant tout simplement, c'est dans ses mémoires, sa vision tiers-mondiste. Et en plus, là-dessus, vous avez les républicains du Congrès qui gagnent les midterms de 1994, Newt Gingrich et Robert Dole, qui veut en gros inaugurer la politique des républicains jusqu'à maintenant, Trump ou pas Trump, hein, grosse méfiance vis-à-vis des Nations Unies, et en particulier, ils vont faire passer la contribution des États-Unis, qui était de 32% jusqu'alors, à 25%. Troisième conséquence, c'est ce que, en association avec la seconde, c'est la définition d'un multilatéralisme autoritaire, par Madeleine Albright. Très concrètement, c'est la directive Clinton du 3 mai 1994 sur les opérations de paix, directive Clinton du 3 mai 1994, qui est toujours en vigueur, qui est toujours en application, avec une partie secrète et qui reste encore secrète. Retenons la partie publique. Que dit Bill Clinton dans cette directive qui est dans les tuyaux depuis 2 ans? Ça avait commencé sous Bush père. Directive très compliquée à mettre en place. Clinton explique, enfin signe et explique, désormais les États-Unis n'enverront plus leurs hommes dans des opérations de paix, encore moins dans des opérations de casque bleu, après l'expérience de la Somalie. Et derrière tout ça, on a la relecture par Madame Albright, qui va devenir sa secrétaire d'État pour le 2e mandat. Eh bien, l'ONU, c'est une organisation intergouvernementale. Elle n'a pas à être au-dessus des États. Elle est au service des États, par les États, pour les États. Nous, les États-Unis, on est prêts à aider. Mais si ça ne fonctionne pas, on essaiera autre chose avec d'autres. Et c'est l'origine de cette expression « coalition of the willing ». Les États-Unis, si le système onusien ne fonctionne pas, on montera au cas par cas des coalitions, des alliances, des partenariats avec ceux qui veulent bien, les willing en question. Troisième point, mon développement, troisième partie, après ça, qu'est-ce qui reste de la politique africaine des États-Unis, si on a une? Parce que, précisons que moi je n'ai jamais vu dans les archives de grands programmes sur l'Afrique, comme on en voit évidemment depuis 1945-1947 sur l'Europe, l'Asie, rien sur l'Afrique, il n'y a pas de grande... Les États-Unis, la machine américaine produit des rapports, des planifications, des directives à la chaîne. Sur l'Afrique, il n'y a pas de grande pensée. C'est vraiment l'angle mort. Alors qu'est-ce qu'il en reste depuis la fin de la guerre froide, depuis les années 90, depuis 2000 ? Certainement l'aide publique au développement, ce que nous appelons l'aide publique au développement. Et là, il faut bien l'admettre, la logique se poursuit, priorité à l'aide bilatérale, et le moins possible multilatérale. Alors, très rapidement, tour d'horizon, ce qui est intéressant, c'est que cette aide au développement s'empile. C'est-à-dire que je n'ai trouvé aucun programme depuis les années 60 qui ait été annulé par un président ensuite, y compris Trump. Je regarde tous les programmes, chaque fois ce sont des ambassadeurs qui sont nommés pour les diriger ou des hauts fonctionnaires. Donc il faut les nommer, il faut les renommer. Même sous Trump, ils ont tous été renouvelés et les programmes se sont poursuivis. S'il doit y avoir un obstacle, ce sera du côté du Congrès. Et d'ailleurs, j'ai parlé beaucoup des républicains, certains démocrates, en tête les démocrates du Sud, conservateurs, plus que ceux du Nord, ce sont eux qui vont plutôt avoir tendance à raboter les propositions budgétaires de la Maison-Blanche en matière d'aide au développement. Alors, dans l'ordre, donc cet empilement jusqu'à aujourd'hui, mais ça continue, c'est ça qui est important. Kennedy et le Peace Corps, le Peace Corps fondé par d'ailleurs le président du syndicat des travailleurs de l'automobile, Walter Reuter, en 1960, c'est une idée donc, qui vient de la base syndicale américaine, ces jeunes gens américains qui jusqu'à aujourd'hui, 5 à 6 000 par an, gratuitement, frais de route payés tout le monde, vont aider en se fondant dans la population. C'est ça le principe qui est intéressant, se fondre dans la population, comprendre les populations africaines, en tête les populations africaines, vivre avec elles, apprendre leur langue. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques études là-dessus, du côté de l'Afrique francophone française, ça a été très mal vu par Paris, cette concurrence jugée déloyale. On a vu que l'administration Carter
Carter, ni Kissinger, il ne s'est rien passé. L'administration Carter. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans l'administration Carter? Il ne se passe rien de fondamental, sinon une petite agence qui est créée, qu'on va retrouver aujourd'hui, qui est l'United States African Development Foundation, la fondation pour le développement africain, avec un tout petit budget entre 50 et 70 millions de dollars par an, ce n'est rien du tout, mais qui a une originalité, c'est le financement des micro-entreprises, de la microéconomie, au fin fond des villages, le dernier kilomètre, comme on dit. Et jusqu'à aujourd'hui, la Fondation pour le développement africain, c'est 500 petites et micro-entreprises qui ont été soutenues ces 3 dernières années. Peut-être le plus important tout de même de l'administration Carter, ça devient un mantra, la conditionnalité de l'aide américaine. Respect des droits de l'homme, démocratie, c'est la diplomatie des valeurs. Donc. Et ça, c'est vraiment l'obsession de Jimmy Carter qu'on va retrouver chez les autres présidents. Moi, chez Reagan, on va le retrouver ça chez Obama. Alors chez Joe Biden, c'est le décalque de la stratégie de Carter en la matière. Songeons que sous Carter, même la CIA avait été invitée à enquêter sur les États dont on fait jusqu'à présent la CIA soutenait les dictateurs, sur les conditions des droits de l'homme dans les États en question pour participer à l'édiction de normes selon lesquelles les États-Unis aideraient ou n'aideraient pas les États en question. Alors, le plus important, c'est Clinton. Le plus important, jusqu'à aujourd'hui, donc, tout est jusqu'à aujourd'hui, mais Clinton en particulier, avec la loi AGOA, African Growth and Opportunity Act, loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. C'est la clé de voûte de la politique américaine en Afrique, dès lors qu'il ne s'agit pas par les forces spéciales d'aider les Français à Serval ou Barkhane ou les Britanniques au Sierra Leone, mais sinon la vraie politique américaine, elle est dans cette loi de 2000, sous Bill Clinton, qui fait que Bill Clinton est beaucoup plus populaire, en tout cas pour ceux qui s'en souviennent, que par exemple un Barack Obama en Afrique. Alors que, et c'est pas anecdotique ça, c'est pas anecdotique, Bill Clinton est très impopulaire dans l'électorat afro-américain. Très impopulaire à cause de la loi d'incarcération de masse de 1994. Hein. Et au passage, cette loi d'incarcération de masse, c'est Trump qui a commencé à la desserrer en graciant 2000 condamnés. Hein. Je rappelle le principe de la loi d'incarcération de masse, c'est que si vous, c'est pas pour défendre le principe non plus, mais vous êtes arrêté en possession de quelques grammes de cannabis, drogue, etc., on prend 10 ans, 20 ans. Bon. Même s'il n'y a pas eu réaction armée, non. Même Trump a été jusqu'à considérer qu'il fallait revenir là-dessus. C'est l'héritage de Bill Clinton aux États-Unis qui va faire perdre sa femme en 2016, car elle n'aura pas l'électorat, ou pas assez l'électorat noir. Et l'obsession ensuite de Biden, notamment Caroline du Nord, puis bien sûr Mme Harris, c'est de faire oublier Clinton et Mme Clinton. Bon. Alors revenons sur cette loi en destination de l'Afrique, elle est essentielle, 2000, et elle se renégocie actuellement pour 2025. Point de suspension. En quoi consiste-t-elle? Le principe, c'est de libérer de droits de douane 6500 produits, 6500 produits de 35 États africains, donc qui pourront être exportés vers les États-Unis sans droit de douane, à une condition, c'est qu'ils soient fabriqués entièrement sur place. Entièrement sur place. Donc c'est principalement textile et vêtements, et ceux qui vont y gagner, c'est le Kenya, l'Éthiopie, surtout l'Éthiopie, l'île Maurice, le Lesotho, le Ghana et Madagascar. Et puis également les automobiles BMW d'Afrique du Sud, exportées sans droit de douane vers les États-Unis, en n'oubliant pas, quand ça existait encore, la General Motors qui était très, très présente en Afrique du Sud. Alors ce sont uniquement des accords bilatéraux avec de nouveau ce principe, c'est-à-dire des conditions drastiques d'éligibilité, et tous les ans, eh bien, il y a des pays qui ont droit à la loi et d'autres qui en sortent. Hein. Dernièrement, le Cameroun 2020, l'Éthiopie 2021, l'Éthiopie qui a le plus profité, mais à cause de la guerre du Tigré, a été exclue.
Le Mali, on devine ce qui s'est passé, la Guinée, on devine ce qui s'est passé, le Niger, la République centrafricaine 2024, le Gabon, coup d'État 2024, et l'Ouganda dernièrement pour sa loi contre l'homosexualité. On constate qu'il y a beaucoup d'États francophones exclus au passage, hein, et principalement pour cause de coup d'État. Alors le bilan global, c'est que incontestablement cette loi elle est essentielle au développement africain, pour ceux qui savent saisir leur chance en tout cas. Depuis 2000, les États-Unis sont devenus le 3e poste à l'exportation des Africains après l'Union européenne et le commerce intra-africain proprement dit. Bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres, hein, mais on passe en 20 ans de 8 milliards de dollars d'exportation vers les États-Unis à 22 milliards. Le Kenya passe de 55 millions de dollars en 20 ans à 600 millions de dollars exportés par an. Et le Ghana passe de 200 millions de dollars exportés en 2000 à 2 milliards 76 en 2022. Donc, point de suspension, parce que la grande question, ça va être que va faire l'administration Trump dès lors qu'elle menace actuellement le Mexique et le Canada. Les États africains, j'aurais la pudeur de ne pas rappeler ce que Donald Trump en disait. Deuxième grand président pour l'Afrique, Bush fils. Ah oui, c'est pas que l'homme de l'Irak, ce n'est pas que l'homme d'Abu Ghraib, hein, Bush fils. Bush fils, les Africains lui sont très reconnaissants pour 2 énormes contributions. La première, c'est le PEPFAR, ce qui est le plan d'urgence contre le sida. C'est le plus gros programme à ce jour mondial financé pour un type de maladie. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que le PEPFAR est associé à la lutte contre la tuberculose et la lutte contre le paludisme à travers le Fonds mondial qui est consacré à ces 3 maladies en même temps. Mais c'est un programme de 5 à 7 milliards de dollars par an, annoncé durant la campagne électorale de 2000, accessoirement soutenu tout de même par l'épouse même de George Bush W. Quoi. Bilan, en 2023, 25 millions de vies sauvées, 5,5 millions de bébés épargnés par la maladie de leur mère et 7 millions d'orphelins soutenus. On dira c'est peu, c'est aussi beaucoup quand même. Et 2004, deuxième contribution de Bush fils, c'est la Millennium Challenge Corporation, la MCC, Millennium Challenge Corporation, qui est une agence d'aide directe, mais là encore, comme toujours, pas pour le sida, mais chaque fois c'est le même principe que par exemple la loi AGOA, avec des indicateurs politiques, droits de l'homme, liberté de l'information, normes gouvernementales, lutte contre la corruption, et des États qui entrent ou qui sortent, selon qu'ils respectent ces principes. Nous nous rapprochons, nous allons bientôt finir. Donc, Barack Obama et ses frères, comme disent les Africains eux-mêmes, Barack Obama, rappelons le contexte de son arrivée, c'est l'année 2008. Et l'année 2008, c'est le moment où l'Afrique bascule. Elle bascule d'ailleurs à un point que les États-Unis vont fonder l'African Command, c'est-à-dire le commandement des forces américaines en Afrique. Il n'y en a pas, mais il y a un état-major, d'ailleurs à Stuttgart, bizarrement, qui est une subdivision de l'armée américaine en Europe. 2008, c'est le début de l'opération Atalante de l'Union européenne, très absente des calculs américains, mais quand même, c'est l'opération Atalante au large de la Corne de l'Afrique, c'est la seule campagne militaire vraiment européenne de combat à ce jour. Et puis, ça peut paraître anecdotique, mais c'est là où ça commence à déraper. 2008, c'est l'annulation du Paris-Dakar. Alors on peut se soucier du Paris-Dakar, mais les causes sont quand même graves. Hein. 4 Français et 3 militaires mauritaniens assassinés au milieu du désert. C'est fini, il n'y aura plus de Paris-Dakar. Ce sera Paris-Dakar, ce sera en Amérique latine, ou maintenant en Arabie Saoudite. Alors là-dessus, bon, Obama et l'Afrique, je ne vais pas rappeler ses origines kenyanes. D'ailleurs, au passage, on attend toujours le premier président des États-Unis descendant d'esclaves. Barack Obama ne descend pas d'esclaves, son épouse, oui, Michelle descend. Mais bon. C'est donc, mais à l'arrivée, le point clé, c'est que ça n'a pas été une présidence américano-africaine. Hein, du tout. Et finalement, peu de choses à l'arrivée, sinon, bien sûr, une fois de plus, la continuation des programmes de ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Surtout la deuxième tournée, il y a eu 3 voyages, dont 2 tournées. La deuxième tournée, celle de juillet 2015 au Kenya,
de jours, et en Éthiopie. Bon, Barack Obama, c'est un grand donneur de leçons. Il faut quand même admettre que dans le genre, bon, il a fait encore mieux que ses prédécesseurs, voire Bill Clinton. Mais finalement, ce qu'il a dispensé à l'Afrique, c'est des leçons. Alors, au Kenya, il critique la politique anti-homosexuelle. Il va également surtout se concentrer contre la corruption en Afrique. Comme il explique, c'est un boulet qui vous tire vers le bas. Et puis en Éthiopie, il va se présenter, c'est le premier président à se présenter devant l'Assemblée de l'Union africaine. Et là, il va expliquer aux dirigeants africains que c'est pas bien de modifier la Constitution pour se faire réélire. La loi vaut pour tout le monde, les présidents ne sont pas au-dessus des lois. Bon. Donc au bilan, surtout un bilan incantatoire, sinon quand même, Ebola. Qui a gagné la guerre contre Ebola? C'est la 101e Airborne. C'est les 3000 Américains qui ont été en Guinée, qui ont été en Afrique centrale et équatoriale, d'ailleurs avec Dakar comme hub, comme plateforme tournante. L'Union européenne était aux abonnés absents. C'est tout de même 15 centres de soins construits, 190 équipes d'inhumation, des agents de santé formés, hein, $1 milliard pour une chute des cas en 3 mois de 80%. Alors l'administration Biden, c'est un bilan impressionnant pour l'Afrique. C'est vraiment l'administration qui va faire le plus depuis Clinton et Bush, très clairement, même s'il n'y a aucune visite présidentielle, peut-être en Angola le mois prochain, peu importe, c'est pas ça qui compte, dans un contexte évidemment qui est le contexte de la Chine, mais vous avez déjà eu beaucoup de conférences à ce sujet-là, la Chine en Afrique, je n'ai pas besoin de rappeler les modalités des routes de la soie, du gagnant-gagnant, etc. Alors, résumons le bilan de Biden. Sur le plan institutionnel, politique et multilatéral. Il institue le premier sommet États-Unis-Afrique, de chef d'État, suivant bien après celui de Giscard d'Estaing, sommet France-Afrique, surtout le sommet Chine-Afrique, et puis dernièrement les sommets Russie-Afrique. Il a créé un conseil consultatif présidentiel sur la conduite des affaires en Afrique. Les historiens diront dans 30 ans s'il en est sorti des documents programmatiques. Il a créé, c'est plus électoralement intéressé, il a créé le conseil consultatif présidentiel sur l'engagement de la diaspora africaine sur le continent. Souvenons-nous que maintenant les diasporas peuvent faire une élection présidentielle. C'était ça en fait l'objectif. Et il a fait admettre l'Union africaine comme membre permanent du G20. Sur le plan humanitaire, il continue le programme PEPFAR de George Bush, et surtout il a fait des États-Unis, mais s'est intéressé bien sûr, le premier donateur du programme alimentaire mondial, avec notamment le programme Initiative céréalière de la mer Noire. À l'époque, il s'agissait de continuer à commercer, de vendre le blé ukrainien et en direction des pays en développement. Et sur le plan commercial et des investissements, c'est là où on revient, le serpent se mord la queue. Revenons-nous quand même à une tentative de multilatéralisme. Il y a 2 gros programmes, complémentaires l'un de l'autre, qui sont aujourd'hui en point de suspension, mais quand même à hauteur de 100 à 300 milliards sur 10 ans. Avec l'idée, on revient à des projets français, en fait, projets d'Antoine Pinet et du ministre Christian Pinault des années 50. On va créer une grande agence de l'OTAN, du G7, des pays occidentaux, avec le Japon, pour aider les pays en développement à construire des infrastructures non rentables. Un programme évalué à 40 000 milliards de dollars aujourd'hui. Les routes, les ponts, tout ce qui est très classique, mais qui ne rapporte rien, en tout cas dans l'immédiat, dans un pays. Donc ça a donné en 2021 le programme Build Back Better World, restaurer le monde en mieux, qui se transforme, faute d'enthousiasme, au G7, adopté au G7, mais il ne se passe pas grand-chose, 2 ans plus tard, qui devient le programme Partnership for Global Infrastructure and Investment, le PGGI, 2022. Et aujourd'hui, point de suspension, on ne voit pas très bien ce que Donald Trump fera de tout ceci. Alors, conclusion, les centaines de milliards de dollars, il faudra un jour calculer combien ça représente de plans Marshall.
12 milliards de dollars de l'époque, le plan Marshall bien sûr, aujourd'hui ce serait 140, 150. Mais les centaines de milliards de dollars déversés par les États-Unis en direction de l'Afrique, finalement, depuis la fin de la guerre froide, ne se sont pas traduits par une adhésion à la politique mondiale de Washington. Je vous épargne le détail, si vous voulez, on pourrait y revenir, le détail des votes à l'Assemblée générale de l'ONU. Même au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, seule la moitié des États africains soutiennent une résolution demandant à la Russie de partir. Et après, vous voyez les chiffres, on tombe à 7 États soutenant les positions américaines, 4 États, parfois 0. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui vote à peu près dans un sens, entre guillemets, occidental. Donc les gains politiques des énormes programmes humanitaires, de développement, de commerce américains sont très faibles. Et l'ouverture ou la fermeture, le gros dossier, bon, il y a l'AGOA, à renouveler ou pas, avec Trump, c'est la COP29, COP21. Parce que là, très clairement, si on voulait précipiter Trump dans le retrait de la COP 21-29, il n'y a qu'à présenter les choses comme elles se présentent. Les accords sur le climat ne sont pas des accords sur le climat, ce sont des accords déversoirs à plusieurs centaines de milliards de dollars par an d'aide, entre guillemets ou pas, au développement, hein, avec la caution écologique derrière, l'économie décarbonée. Point de suspension. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je dis que c'est un thème mystérieux. En fait, c'est quand même une conférence, j'allais dire, sous forme un peu de thriller. Et avec des propos effectivement assez décapants et une approche, j'allais dire, peu convenue. Donc c'était particulièrement intéressant et je suis persuadé que vos propos vont susciter un certain nombre de questions, d'observations, de compléments. Je donne donc la parole, si vous le voulez bien, à la salle. Et nous avons quoi, environ une demi-heure environ. Donc je vous en remercie. Monsieur le professeur Ecardi de Saint-Paul. Merci Madame la Présidente. Vous avez évoqué assez abondamment les différentes étapes de la politique africaine des États-Unis. Mais je pense qu'il y en a une, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, qui concerne la période contemporaine. Comme vous le savez, et vous l'avez d'ailleurs bien montré dans votre bouquin sur l'Indochine, l'Amérique et la France, il y avait une sous-traitance à l'ancien colonisateur jusqu'à une certaine limite. Quand les Américains ont vu que la France ne s'en sortait plus en Indochine, elle a été beaucoup plus dirigiste. Et j'ai pas l'impression que vous ayez évoqué ce même phénomène pour l'Afrique, parce que depuis 1945, que ce soit les Britanniques, un peu moins, mais surtout les Portugais et les Français, les Américains ont sous-traité la plupart des crises, sauf au Congo belge, parce que les Belges n'étaient pas à la hauteur, sans vouloir les vexer. Et je m'aperçois que depuis quelques temps, et surtout l'histoire s'est accélérée, depuis les déboires de la France au Sahel qui sont en train de s'étendre bien au-delà du Sahel, les Américains finissent par comprendre que la sous-traitance aux pays européens, ça n'est plus d'actualité, et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Je vous remercie. Oui, je n'en ai pas parlé parce que tout simplement qui ne sut se borner ne sut jamais parler. Et je dois avoir 5-6 pages sur le sujet, mais bon, c'est évident. Il y a sous-traitance. Et sous-traitance, là où je suis moins d'accord, c'est que les espoirs ont continué jusqu'à 2022. En fait, les États-Unis considèrent l'Afrique, c'est une des particularités de leur relation avec cette partie du monde, comme la seule où ils admettent des zones d'influence, donc françaises et britanniques. La légende, je suis d'un milieu de militaires, combien de fois j'ai entendu les Américains nous ont mis dehors, ils nous ont fait quelques crasses, mais rien de stratégiquement structurel en la matière. Ils auraient pu être beaucoup plus nocifs. Maintenant, par la suite, c'est évident, c'est Colvézi. Enfin, ils sont toujours prêts à nous aider, et c'est quand même frappant de constater depuis toujours, nous avons des problèmes
de transport de troupes et de matériel. Parce que Kolwezi, que fait Alexander Haig, allez hop, avion de l'OTAN, même ils prêtent des parachutes. Bon. Et ça recommence Serval. Parce que Serval, c'est l'année où le premier Airbus A400M est livré. Alors on l'a quand même envoyé à Bamako avec le ministre Le Drian en arrière-plan pour dire, regardez, mais en fait, c'est les Hercules C-130 plus les Antonov ukrainiens qui ont livré. La guerre de Libye 2011 auparavant, Barack Obama ne se prive pas d'observer que, bon, très bien, le président Sarkozy, grande initiative, mais sans l'aide des avions ravitailleurs en vol. Donc et rappelons aussi, pour revenir au Mali, 2015, prise d'otage du Blue Radisson, les premières forces entrées, c'était les forces spéciales américaines qui étaient sur place. Le GIGN est arrivé 1 heure après la fin de la prise d'otage. Il n'y a aucun souci là-dessus, les États-Unis nous laissent faire, sont prêts à nous aider, ils sont dépités de nous voir partir du Niger, ils ont espéré rester 6 mois de plus, ils sont mis à la porte comme tout le monde, et je ne pense pas que, pour autant qu'ils aient encore le temps de s'en soucier dans l'interrègne, les 2 sinistres nouvelles d'hier, fin des accords de défense à Dakar et à Djamena, c'était bien coordonné, ceci dit. Je ne crois pas que ces deux événements plaisent beaucoup au département d'État et encore moins au Pentagone. Merci beaucoup. Question? Je vois au fond, oui. Très bien. Un petit point d'histoire, j'ai l'impression que vous avez un petit peu sous-estimé l'attitude américaine pendant la guerre de 40. Vous parlez de la non-présence, évidemment, ou de l'absence de politique diplomatique des États-Unis à l'égard du continent africain au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même eu l'attitude de la présence du consulat général américain à Alger et tout le rôle qu'il a joué dans la préparation du débarquement anglo-américain sur les côtes d'Afrique du Nord, et les contacts qui ont été pris à ce moment-là par les Américains avec les futurs nationalistes algériens. On le sent encore, on le subodore dès 1945, au moment des événements de Sétif. Et il y a aussi leur contact avec le roi du Maroc. De Gaulle s'en est plaint plus ou moins, et pas seulement l'affaire d'Anfa. Donc je voulais avoir un petit peu votre sentiment sur ce point. Un autre point aussi, je crois qu'il y a dans nos rapports avec les États-Unis sur l'Afrique, des moments où effectivement, à certains moments, ils nous laissent faire, ils nous sous-traitent ou ils nous appuient, mais il y a aussi des moments de rivalité assez active. J'ai été coopérant en Centrafrique et j'ai vécu le coup d'État du général Bokassa en 1965. J'ai eu le sentiment à l'époque, où on m'a dit à l'époque qu'il y avait une véritable course contre la montre entre Français et Américains pour savoir qui on allait installer là, car ils ne voulaient pas évidemment que les Cubains ou les Chinois s'installent en Centrafrique alors qu'ils étaient déjà au Congo français, ex-français, et donc de l'autre côté du fleuve, mais il y avait aussi une émulation qui parfois était un peu belliqueuse, et il me semble que la politique du général de Gaulle a été aussi à cette époque de ne pas laisser les Américains trop se déployer dans la zone d'influence africaine, si on peut dire. Tout à fait. En fait, quand je parlais des 2 bases pour l'Afrique, je n'ai pas la difficulté quand on parle de l'Afrique, c'est que l'Afrique, le Maghreb et le Machrek, j'en ai peu parlé, c'est toujours la question. Je n'ai pas évoqué le discours du Caire. Alors, où est-ce qu'on le met le discours du Caire d'Obama, Moyen-Orient ou Afrique? Bon, mais bien entendu, tout ce que vous avez rappelé est parfaitement exact pour le Maghreb français, en particulier l'entrevue d'Anfa avec le sultan du Maroc. Alors, la deuxième partie de votre intervention, ça illustre parfaitement quelque chose qu'on a du mal à comprendre, nous Français, sous la 5e, où quand même la parole présidentielle, la décision au sommet est à peu près suivie des faits. Aux États-Unis, il y a plein de politiques désarticulées. S'il manque, à moins qu'on le sorte des archives, hein, je n'ai pas vu ça encore, s'il manque vraiment une politique réfléchie, doctrinale sur l'Afrique, chacun
le département d'État, et chacun de ses bureaux, la défense, les agences de renseignement, et pas seulement la CIA, chacun fait sa petite politique de son côté. Et on peut avoir des politiques contradictoires entre les bureaux ou les ministères américains, avec des conséquences. D'ailleurs, on l'a vu au moment de Suez, hein, le Pentagone aide la France, livre du matériel militaire à la France pour l'aider à monter son opération au nez à la barbe du département d'État. Donc je pense que, oui, ce que vous avez évoqué à propos de la chute de Bokassa, ça correspond à la liberté laissée au service, aux bureaux, aux fonctionnaires américains d'avoir chacun de son côté sa propre politique. Une ambassade américaine coupée en deux, hein, entre les attachés militaires et l'ambassadeur, c'est pas forcément la lune de miel. Merci. Oui. Merci. Présentez-vous. Hein. Jean-Philippe Tré, étudiant ivoirien rattaché à la zone. Alors, je viens des États-Unis où j'ai pu prendre part à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Et à cette occasion, le président Macron plaidait pour l'Afrique pour une intégration de 2 pays africains au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre permanent. J'aimerais avoir le commentaire de l'orateur du jour sur cette proposition du président Macron et quel pays pourrait représenter le mieux l'Afrique entre le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie qui abrite par exemple le siège de l'Union africaine. Le président Macron appelait également la réforme de l'architecture financière mondiale. Lorsqu'on parle des États-Unis, c'est aussi le souvenir du plan Marshall qui a montré son efficacité en Europe. Alors qu'après 50 ans d'aide de développement en Afrique, on voit qu'il y a toujours des efforts à faire. Alors, quelle orientation de l'orateur sur l'efficacité de l'aide publique au développement en Afrique? Et ma dernière intervention... Mais je vous coupe peut-être parce que monsieur le professeur va d'abord essayer de répondre sur ces questions particulièrement intéressantes. Merci, monsieur. Sur donc l'entrée, alors membre permanent à l'ONU, moi je pense que ça remonte au président Sarkozy. La France, le Quai d'Orsay, c'est pas le Quai d'Orsay sous le président Sarkozy, oui, ma foi, pourquoi pas. Et en tout cas, c'est dans le programme de Joe Biden, voici 4 ans. Bon. Alors ça, c'est l'hypocrisie complète, parce que la réponse est magistralement dans votre question. Hein, parce qu'on sait, tant qu'il n'y aura pas de membres désignés par les Africains pour être membres permanents, n'est-ce pas, pas par rotation. Alors qui? Nigeria, Afrique du Sud, Algérie. Bon, donc pour l'instant, on n'est pas très inquiet dans les chancelleries, et ça vaut d'ailleurs pour l'Amérique latine, Brésil, Mexique, Argentine. Ça peut durer longtemps comme ça. D'ailleurs, ces membres permanents, ça ne veut pas dire avec veto. Hein. Il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop vraiment. Alors, sur le plan Marshall, votre question, enfin, les plans Marshall depuis, hein, à une différence près quand même, c'est que le plan Marshall succède à une période très particulière, qui est quand même une guerre mondiale. Je n'ai pas de réponse, sinon m'en sortir par la pirouette de Barack Obama reprise par les Occidentaux. Un problème africain, solution africaine. Juste un petit indice, moi je pense qu'il n'y a pas de développement peut-être de paradigme à aller chercher éventuellement du côté européen ou américain. Pour moi, le meilleur paradigme, ce serait Singapour et surtout le Vietnam. Ce qu'a fait le Vietnam. C'est extraordinaire. Alors attention, je ne défends pas nécessairement le régime, parce que c'est un régime parti, c'est un régime parti, armé parti, mais économiquement c'est très fort. C'est très fort ce qu'ils ont réussi depuis le Doi Moi de 86, depuis maintenant 40 ans. Juste un exemple, l'éradication du paludisme. Il n'y a pas de raison, si on l'éradique au Vietnam, on doit pouvoir l'éradiquer ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant peut-être de revenir à cela? Moi-même, si vous me permettez, j'avais... Oui, alors je ne sais pas. Je vous en prie, allez-y. Ah, monsieur Michel, allez-y. Oui, non, simplement, je voudrais intervenir sur le rôle du Peace Corps dans la formation des cadres américains en Afrique. J'ai rencontré souvent d'excellents africanistes qui
qui étaient issus du Peace Corps. J'ai l'impression que les Américains ont su beaucoup mieux que nous utiliser cette formation pour créer leur cadre. Je le crois sans peine. Moi, je me pose des questions sur le terrain. Bon, il n'y a pas de stratégie, c'est ce qu'on a compris de votre conférence. Il n'y a pas une véritable stratégie des États-Unis à l'égard de l'Afrique, comme on pourrait en trouver pour d'autres pays, avec des partenariats dits stratégiques. Bon. Mais alors, sur le terrain, ce que moi je constate, c'est qu'il y a quand même, sinon un amour, mais en tous les cas un intérêt pour les États-Unis, de la part, j'allais dire, des pays africains, en tous les cas de la population, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Bon. Un certain nombre de programmes marquent, par exemple, il y a un certain nombre de programmes avec, on fait venir les jeunes leaders aux États-Unis. Alors chaque fois, les jeunes qui critiquent justement le manque d'accueil que d'autres pays, et notamment la France, peuvent avoir vis-à-vis d'eux, mettent en avant ces programmes style ça. Deuxièmement, on a vu qu'il y a des ONG ou des fondations qui ont un rôle politique sur le terrain assez important. Le National, je crois, Democratic Endowment, le LIFES, etc., sur les questions électorales, sur les questions de réflexion en démocratie, sont très actifs. Donc, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent, j'allais dire, un peu, j'allais dire, pas solitaire, mais que sont des initiatives qui ne s'inscrivent pas dans une politique globale. Et enfin, ma dernière question, comment peut-on expliquer que des grands intellectuels africains préfèrent partir dans les universités aux États-Unis plutôt que de rester, ou de venir, peut-être qu'on ne les invite pas, ça c'est un autre volet de la politique, qu'en France par exemple, ou d'autres pays. Parce qu'il y a quand même on constate que ces quelques grands intellectuels dont la pensée, j'allais dire, compte, sont dans les universités américaines, que ce soit à Columbia, que ce soit en Californie, que ce soit, etc. Voilà, donc ce sont des petits paradoxes qui ne remettent pas en cause, mais en fait qui sont, j'allais dire, qu'on constate, qui donnent une impression, j'allais dire, plus positive, quelque part, que cette absence de stratégie que vous avez particulièrement bien montrée. Merci. Oui, je pense que nos deux points de vue se complètent, parce que c'est de la fascination-répulsion. Très clairement, on va aux États-Unis comme on va en France, et c'est bien, c'est mieux que de rester au pays, mais c'est pas de là que va forcément naître un grand amour pour le pays qui vous accueille. Et là-dessus, je pense qu'en France, nous ne sommes pas quand même les derniers à accueillir. Mais sur mes 10 docteurs, 4 sont africains, beaucoup. Et par la suite, on peut observer qu'au niveau des écrivains, chez Gallimard ou les grandes sociétés, on publie beaucoup d'écrivains d'outre-Méditerranée. Donc, après, il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi le Canada, qui a été parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se fermer, un grand pays d'accueil, en particulier pour les élites, pas seulement littéraires, mais également médicales. Donc, oui, il y a une fascination-répulsion. Je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, je suis abonné à aucun. Mais d'après ce que je lis, parce que j'ai pas envie de mettre mon nez là-dedans, mais d'après ce que je lis sur les commentaires, on me dirait que c'est pas une bonne approche, ça. Enfin, il y a quand même le rôle des réseaux sociaux en Afrique et tout ce qu'on peut, semble-t-il, lire sur actuellement Israël. La problématique israélienne aujourd'hui, c'est exactement celle des années 70. Ça m'a frappé quand j'ai étudié, il y a maintenant 2-3 ans, la partie archive qui alimentait mon propos d'aujourd'hui. C'est quand même, j'avais l'impression, en lisant l'histoire des années 70, qu'on était en train de retomber exactement dans des questions qui n'intéressent pas directement les États africains, mais on retrouve cette association sionisme égale néocolonialisme, égale racisme, impérialisme. Et alors, en quoi ça va résoudre les questions de développement local ou d'accès à la bonne gouvernance? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, je me permets d'intervenir dans cette discussion en soulignant combien, pour les États-Unis,
l'initiative privée prime l'initiative publique et combien, pour comprendre en fait le rayonnement international des États-Unis, il faut comprendre la force du capital privé, mais aussi des associations, des groupes d'intérêt. Je me souviens qu'à propos de la nationalisation des actifs communs de Péchinet et Alcoa par la Guinée de Sékou Touré, la position de l'ambassadeur de France, c'était de dire que c'était une affaire qui regardait les entreprises, mais la réaction de l'ambassadeur américain était de dire que la politique des États-Unis était celle de ces entreprises. Voilà, et toute une action différente. Et il est clair que s'il n'y a pas une stratégie orientée en direction de l'Afrique, de l'État américain, il peut y avoir des stratégies de ce type à un niveau plus décentralisé, qui est celui des grandes multinationales ou des grandes fondations, des organisations. Des partis politiques. Les syndicats, oui, on a évoqué le rôle militant des syndicats. Le support des démocrates, eh bien, a été très longtemps la force des grands syndicats américains, et leur argent aussi. Ça continue, hein. Ça continue et... Non, je voulais dire que les Américains, justement, ils ont eu une influence en dispersant à travers l'Afrique des jeunes, comme nous on avait les VSN, mais eux ils avaient le Peace Corps qui était disséminé partout et qui pouvait être relié à leur ambassade et avoir une influence indirecte de renseignement. Et alors, on a essayé de faire des Peace Corps, nous aussi, dans les années 65-67. Ça n'a pas eu un grand succès. Il faudrait étudier l'impact du service civique aujourd'hui et le volontariat à l'étranger. Bon, on est dans la finesse du grain du soft power avant l'heure. Hein, Bien. Si vous ne l'avez Monsieur Portier. Monsieur Portier. Le micro était pas loin. Dans la foulée de la question soulevée par le père Perpétuel, je voudrais quand même peut-être évoquer l'importance des ressources du sous-sol africain dans la politique américaine. Bon, c'était pas le cœur de votre exposé, mais au moment des crises du Moyen-Orient sous Bush, on disait le golfe de Guinée sera le deuxième golfe, puisqu'il y a un golfe qui pose des problèmes. Le pétrole, nous allons développer l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée. Et les compagnies pétrolières américaines ont une position quand même très importante dans ce golfe de Guinée, du Nigeria à l'Angola. Et je pense que c'est quand même un élément important, sous-jacent à la politique, même si cette politique n'est peut-être pas construite globalement, mais derrière cela, c'est ces acteurs économiques. Et aujourd'hui, avec les minerais stratégiques, dont on dit que l'Afrique regorge, prendre un verbe qu'on affectionne en Afrique, peut-être que c'est un nouvel enjeu qui va se poser aujourd'hui. Bon, d'accord, je ne peux pas discuter de tout. On est bien d'accord sur c'est 1 milliard de fois vrai. Aucune contestation sur ce point-là. Rappelons qu'au moment du premier choc pétrolier, 73-74, le premier approvisionneur des États-Unis étrangers, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est le Nigeria. 35% du pétrole importé aux États-Unis entre 1973, c'est le Nigeria, évidemment. Après, quand on voit les investissements directs étrangers en Afrique les uns par les autres, je prends 2010, aujourd'hui c'est un petit peu augmenté, mais les États-Unis arrivent 4e ou 3e, derrière la France et le Royaume-Uni. Donc, oui, c'est quoi le gros des investissements? C'est le pétrole, c'est le minerai. Et puis, bon, les textiles, très peu, l'automobile, très peu. Voilà. On est dans un schéma très classique, produits de base, agricoles, minerais, hydrocarbures, et le reste si on a le temps.
S'il n'y a pas d'autres questions ou compléments, je me permets, Monsieur le secrétaire perpétuel, vous n'avez pas d'autres choses à ajouter peut-être avant que je conclue? Je voudrais faire une remarque concernant le drainage des cerveaux, parce que c'est quand même un point aussi essentiel. Il ne faut pas oublier que les Américains, les États-Unis, depuis 2 siècles, sont le pays qui consacre le plus à son enseignement supérieur et à sa recherche. Et une des grandes clés, ça a été la capacité des Américains d'attirer vers eux toutes les intelligences du monde pour les aider à construire leur supériorité technologique. Voilà, la Silicon Valley, c'est un excellent exemple, mais c'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Et ça se retrouve clairement dans les statistiques nationales des États-Unis. C'est le pays qui consacre de loin le plus dans le monde à la recherche-développement. Mais Elon Musk est né en Afrique. Ah oui? Oui, Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il ne pourra pas être président des États-Unis. Très bien. Est-ce que vous-même, vous avez quelque chose à ajouter, monsieur le C'était un professeur? plaisir Bon, en tous les d'intervenir. cas, je crois au nom de toute l'Académie, de tous les académiciennes et académiciens, je voulais vous remercier. C'est un exposé, une conférence particulièrement intéressante et, comme je disais, peu convenue. On apprend beaucoup de choses et c'est effectivement, on n'a pas l'habitude de réfléchir dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion d'avoir, bien sûr, vos propos et qui seront dans la revue et que ça suscitera d'autres réflexions comparatives. Je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire perpétuel, et à bientôt.